Bon les amis, faut qu'on parle. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va se la jouer un peu chill, à la cool. On va discuter, vous et moi. Je vais répondre à plein de vos questions parce que vous m'en avez posé plein sur Insta. Et donc du coup, ça va être l'occasion de faire une FAQ puisque je me rends compte que la dernière, elle remonte quand même à 2019. Et que j'en fais pas souvent, et que je me dis que ça peut être sympa aussi, voilà, de répondre à vos questions en direct dans une vidéo, et ça vous permettra peut-être de comprendre pas mal de choses. Et puis d'ailleurs, si vous êtes nouveau ici, sur cette chaîne, on parle de vidéos, de comment faire des vidéos, de matos, de tournage, de montage, bref, tout ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez envisager de vous abonner. Alors quand j'ai proposé sur Insta, en story, de faire une FAQ, il y a eu beaucoup de questions qui m'ont été posées justement sur le film de mariage, et justement c'est vachement intéressant parce que c'est un sujet dont je voulais vous parler. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent, mais ce sujet-là, on va le garder pour la fin, hein, parce qu'il y a eu plein de questions, et puis j'ai plein de choses à vous dire là-dessus. Mais on va y aller à la cool, je vais essayer de répondre à un maximum de questions, je vais les prendre un petit peu dans l'ordre comme elles viennent, sauf pour celles sur le mariage que je garde pour la fin. Alors c'est parti, allons-y. Hop, reprenons les questions. Alors, c'est Off Production 26 qui demande quel est l'objectif dont tu te sers le plus. Merci, ton contenu, c'est top ce que tu fais. Allez, ça fait toujours plaisir. En plus, un petit compliment à la fin. L'objectif que j'utilise le plus, que ce soit sur le Z ou sur la RED, c'est du 35 mm. Sur le Z, c'est le Nikkor 35 mm f1.8. Sur la RED, c'est le Canon RF 35 mm f1.8 aussi. Le rendu n'est pas du tout le même puisque la RED, c'est un capteur Super 35 et que le Z, c'est un capteur plein format. Mais tout ce qui est APS-C, Super 35, moi qui étais à fond sur le plein format, eh ben j'en reviens un petit peu. Honnêtement, je me mets à kiffer ce capteur Super 35, ce format du moins, qui donne un rendu assez cool. D'ailleurs, je trouve que le 35 mm, il est vachement plus polyvalent sur un Super 35 que sur un plein format. On continue dans le matos avec Mr. Pat. Qu'est-ce qu'apporte une caméra RED par rapport au Z6 ? Disons que c'est très difficilement comparable en fait, c'est-à-dire qu'on a un grain d'image qui va être totalement différent, on a un look ciné, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne cette année et l'an dernier, qui est quasi inatteignable sur n'importe quel boîtier mirrorless, que ce soit le Z ou les autres, hein, c'est un petit peu pareil. La contrepartie, c'est que la RED, elle est beaucoup moins run and gun, elle est beaucoup plus lourde. J'ai fait un mariage avec le week-end dernier, je peux vous dire que pas besoin d'aller à la salle de muscu pour travailler les bras. Et c'est pas le même degré de technique, c'est pas la même utilisation non plus. Il n'y a pas vraiment d'autofocus sur la RED. Mais je me mets à kiffer le focus manuel. Et du coup, il y a une question de S-Marcin qui me demande si la RED m'a fait progresser dans ma pratique. Totalement. Totalement, je le vois encore aujourd'hui. Ça va faire 1 an et demi que j'ai la RED et je découvre des trucs tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais je découvre des trucs assez souvent. Et le dernier truc en l'occurrence où je me suis vraiment pris au jeu, c'est la mise au point manuelle avec un follow focus que je pensais être quelque chose de très difficile et que j'arriverais pas à faire et donc du coup obligé entre guillemets d'utiliser un autofocus avec tous les défauts que ça peut avoir, hein, quel que soit l'autofocus, hein, même un autofocus parfait, en fait ça reste quelque chose d'automatique et il n'y a pas l'intention derrière de voilà je veux me faire ma mise au point sur tel truc. C'est pratique dans certains cas, c'est handicapant dans d'autres, et je me mets vraiment à aimer le focus manuel. Ça m'a aidé aussi à mieux comprendre l'étalonnage aussi, de travailler avec du RAW. Du coup, j'ai dû potasser un petit peu la théorie justement de tout ça, parce que j'étais obligé, entre guillemets, pour pouvoir utiliser correctement la RED. Et je pense que je suis encore très loin de maîtriser à 100% la globalité de la bête, on va dire. Hop, alors attends. Alors, un autre commentaire qui dit... Comment se payer son premier boîtier et objectif quand on a déjà la théorie à 100%? Alors la théorie à 100%, faut garder un peu d'humilité, je pense. Théorie à 100%, je pense que tu vois, moi je l'ai pas la théorie à 100%, c'est sûr et certain. Sans pratiquer, puisque visiblement tu n'as pas de matériel encore trop, tu n'as pas de boîtier, sans pratiquer c'est difficile d'avoir la maîtrise de la théorie, justement. C'est des va-et-vient en fait qui vont ensemble. Mais alors pour répondre à ta question, comment se payer ton premier boîtier, pourquoi pas essayer de faire des petites prestas avec ce que tu as sous la main, pourquoi pas au smartphone, tu vois, des petits trucs que tu fais pour pas cher hein, éventuellement, mais grosso modo à part économiser et mettre des sous de côté, c'est un peu compliqué. Par contre ce que je te conseille c'est de ne pas sauter sur le premier boîtier premier prix
réfléchir bien l'achat, quitte à attendre un petit peu et à mettre des sous de côté, autant acheter un truc relativement correct, sans partir sur un truc de fou. Alors, la Taverne de la Force qui me demande, as-tu envie de pousser la raid plus loin? Totalement. Là, j'ai vraiment envie de monter de l'optique ciné. J'arrête pas de démonter des rigs pour essayer de trouver les configs les plus adaptés. Je commence à faire du corpo aussi avec la raid, donc ça, c'est plutôt cool. Ça va ouvrir des choses et clairement, ouais, j'ai très envie d'aller encore plus loin avec. Mais pour la pousser vraiment loin, je pense qu'il faut une équipe. Alors, Ludovic Giraud qui demande, tu préfères créer du contenu pour YouTube ou TikTok maintenant? Alors ça, c'est une question vachement intéressante parce que comme vous avez pu le voir, je mets des shorts régulièrement en ligne sur YouTube. Ces shorts, c'est tout simplement des vidéos que je fais pour TikTok que je réutilise sur YouTube. Je les réutilise aussi sur Instagram. Ça permet de toucher du monde. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement, j'ai remarqué que depuis que je poste des shorts, mes vidéos entre guillemets classiques YouTube vous sont plus souvent suggérées. J'ai même des gens qui m'ont dit, ah bah tiens, enfin t'es de retour. Mais je suis jamais parti en fait. J'ai continué de faire des vidéos, mais je pense qu'il y a eu une période où soit les sujets que je faisais intéressaient moins. Je sais que j'étais un peu déçu parce que la vidéo que j'ai faite sur les optiques anamorphiques, les Vazen étaient, moi je m'étais vraiment donné du mal, on l'avait mis sur un drone FPV et tout ça, avec la raid de fou, et ça a fait très peu de vues. Mais je me dis aussi que d'un autre côté, voilà, des optiques de ce prix-là, avec une caméra de ce prix-là, sur du drone FPV, ça concerne assez peu de monde. Donc voilà, je sais pas s'il y a un lien de cause à effet. En tout cas, depuis que je mets des shorts en ligne, mes autres vidéos fonctionnent mieux, du moins vous sont mieux suggérées. Bon, par contre, les commentaires sur les shorts, il y a des fois ça vole pas très haut, voire même un peu agressif. Détendez-vous les gars, c'est juste des shorts, hein. C'est pas, voilà. Donc pour répondre à la question, est-ce que je préfère créer du contenu TikTok ou YouTube? C'est deux choses très différentes. J'ai pas de préférence, en fait, je les mets pas l'une côte à côte. Il y a des grosses vidéos comme celle-là, tu vois, où je prends du temps, voilà, où on détaille les choses, on a le temps d'aller dans le fond des choses. TikTok, c'est plus pour m'amuser, en fait, c'est plus rigolo qu'autre chose, en fait. Alors, on a Elven ZRX qui demande coucou, quels sont tes conseils au niveau études pour devenir vidéaste freelance? Alors, je sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à ça, puisque je suis autodidacte. Il y a une question d'ailleurs sur ça, sur ma reconversion. Donc par définition, j'ai pas fait d'études pour faire ce que je fais. Mais si je devais te conseiller un truc, ça serait de faire quelque chose qui a un rapport avec le commerce. Parce que je sais que moi, ce qui m'a beaucoup manqué, commerce marketing, hein, tu vois. Parce que ce qui m'a beaucoup manqué, c'est toute cette dimension commerciale, justement, comptabilité, tout ça, où encore aujourd'hui, je galère un petit peu. C'est pas forcément le truc sur lequel je suis le plus à l'aise et que j'ai le plus envie de faire aussi. Mais ça reste une composante essentielle, on va dire, au métier de vidéaste, puisque oui, on fait des vidéos, mais on les vend, on fait notre compta, on fait du marketing, on est obligé, voilà, on est notre propre boîte, donc on est obligé de les vendre, les vidéos. Donc par conséquent, moi, ce qui m'a manqué le plus, je pense, c'était cette notion-là de vente. Alors une autre question, cette fois-ci, c'était dans les commentaires, dans l'onglet communauté de YouTube. 5 ans à faire de la vidéo sur des vidéos, pas trop dur de trouver des nouveaux sujets. Et il y a une suite, tu t'inspires des fois d'autres chaînes? Si oui, lesquelles? Alors je vais répondre à la deuxième avant de répondre à la première. Je regarde quasiment plus YouTube. C'est affreux, mais en fait, maintenant sur YouTube, j'y vais de manière pragmatique, c'est-à-dire que quand je cherche quelque chose, j'ai besoin, l'autre jour je cherchais un truc par rapport à des optiques ciné, je suis allé voir des vidéos, je tombais sur des vidéos qui avaient très peu de vues mais qui répondaient à mes questions, et j'ai totalement arrêté de suivre en fait des youtubeurs, ça fait très longtemps d'ailleurs. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, c'est pour ça que j'en tiens rigueur à personne quand mes vidéos font moins de vues, parce que moi-même je vais moins sur la plateforme YouTube. Donc d'autres chaînes, là je t'avoue, je sais même pas ce que font les autres. Et c'est assez libérateur d'ailleurs, parce qu'au début, je regardais pas mal ce que faisaient les autres, et ça me faisait complexer aussi un peu, parce que je voyais les vues qu'ils faisaient, je me disais ils sont trop forts et tout, moi j'y arriverai jamais. Et comme je regarde plus, puis que je vois que de manière générale aussi, c'est un peu pareil pour tout le monde, les vues baissent, et je trouve que je m'en sors pas trop mal, justement. Voilà, non, je m'inspire pas spécialement de chaînes, là j'essaie de m'écouter. Ça, on va revenir un peu plus tard là-dessus, ça va être intéressant. Et donc pas trop dur de faire des nouveaux sujets? Eh ben pas spécialement, parce que maintenant je fais des vidéos quand j'en ai envie. Il y a des périodes, comme il n'y a pas très longtemps, je vais en sortir une par semaine parce que j'ai eu plein d'idées, donc je l'ai fait, puis des périodes pendant un mois j'en sors pas. Voilà, donc je cherche pas d'idées en fait de vidéos YouTube. Comme je suis pas à plein temps sur YouTube et que je travaille, je fais des vidéos
pour des clients et tout ça, les idées elles viennent généralement d'elles-mêmes. C'est-à-dire sur un tournage, je me dis ah tiens ça serait intéressant à expliquer aux gens sur YouTube, ou tiens ça c'était marrant cette anecdote à ce moment-là. Tiens, là, le matos que j'ai utilisé, ben, ce serait rigolo de l'expliquer aux gens sur YouTube. Voilà, donc j'ai pas trop de problème à trouver les idées, je les cherche pas. C'est sûr que c'est pas facile de se renouveler parce qu'il y a plein de choses, on les a vues et revues. Le problème qu'il y a avec le fait justement de ne pas parler de ces choses-là, qui sont la base, hein, le triangle d'exposition, tout ça, c'est qu'on va forcément pas toucher de nouvelles personnes. Et ça c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu dommage, c'est-à-dire que je le vois dans mes stats. J'ai beaucoup d'habitués qui reviennent, utilisateurs habituels. Il y a une courbe là-dessus qui l'explique. Et assez peu de nouveaux venus parce que tout simplement je fais pas des sujets qui sont mainstream, quoi. Je fais des sujets communautaires dans le sens où c'est des sujets qui intéressent ma communauté, c'est ma priorité, et des sujets qui sont assez spécifique, vraiment dans la niche de la niche, et donc forcément c'est le pendant négatif, mais moi je m'amuse à le faire, donc voilà, ça vaut le coup. Alors NKO qui demande quel est selon toi le meilleur investissement que tu aies pu faire en tant que filmmaker, que ce soit service, matos ou autre? Alors ça c'est une bonne question. Le meilleur investissement que j'ai fait, je peux sincèrement pour toutes les raisons évoquées avant, parce que ça m'a fait progresser de ouf et tout, je pense que c'est la RED. Hein, dernièrement c'est clairement la RED. Yes Galanta qui demande peux-tu nous dire comment tu t'es formé pour devenir un pro de Final Cut, tuto YouTube, autre? Alors ce qui est rigolo, c'est, je le dis souvent, j'ai appris Final Cut en regardant des tutos sur Premiere. C'est tout bête, hein, parce qu'il y avait très peu au moment où je me suis lancé de tutos sur Final Cut, et c'était assez difficile à trouver. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait ma propre formation, parce que je voulais offrir quelque chose aux gens qui puissent pallier à ce que moi j'ai pas eu quand j'ai commencé. Et en fait je regardais des tutos Premiere, j'écoutais le vocabulaire et j'apprenais en fait le nom des techniques. Et après, je cherchais sur internet, sur des forums, voilà, comment on fait une rampe de vélocité, par exemple, sur Final Cut. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, d'ailleurs. C'était pas hyper courant, ce type de vidéo-là. Donc, j'ai cherché, j'ai regardé des tutos, j'ai regardé ce que j'en faisais. J'ai essayé de le refaire, en fait, de refaire au début ce que je voyais et d'apprendre comment ça se faisait, tout simplement. Alors, c'est l'âme qui me demande penses-tu pouvoir vivre uniquement de YouTube un jour? Eh ben, je pourrais, en fait, si je le décidais, je pourrais. Depuis 2 ans, YouTube, ça correspond à peu près, alors YouTube, j'englobe YouTube, Udemy, les presets, les liens d'affiliation, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Non, je crois que c'est à peu près tout. Ça englobe tout ça, ça correspond au moins à la moitié de mes revenus chaque année, donc depuis 2 ans. Donc clairement, si je faisais ça, voilà, si je faisais que ça en fait, écrire des vidéos, tourner des vidéos, etc., du sponsoring, tout ça, je pourrais en vivre, je pense, sans trop de problèmes. Mais c'est pas quelque chose que je souhaite pour 2 raisons. Déjà, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Je pense que YouTube, c'est quelque chose qui peut s'arrêter à un moment ou à un autre par manque de succès, ou aussi par plus d'envie. C'est-à-dire qu'un jour, je pourrais être dégoûté de YouTube, et je le vois quand je fais des grosses périodes où je fais beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de commentaires, il y a forcément dans le lot des rageux, des trucs qui m'énervent, qui me pèsent, des choses où je me dis ouais bon mais là je peux pas vraiment dire ça parce que c'est pas cool, je peux pas, voilà, c'est quand même une pression qui moi m'intéresse pas spécialement, parce que j'aime bien avoir une vie un peu à la cool. Donc le fait de faire du moite-moite, même si ça fluctue, hein, des fois c'est plus YouTube qui me rapporte des sous, des fois c'est plus les prestats, ça dépend. Donc c'est pas une question de pouvoir, c'est une question de vouloir. Pouvoir, oui, en fait, je me suis rendu compte que même sans avoir des millions d'abonnés, il y a tout à fait moyen de vivre de YouTube quand on a une petite base au départ, hein. Si on commence aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas quelque chose que je souhaite. Lias Ciné qui dit 80% de tes revenus vidéo viennent des mariages, ou c'est un équilibre avec d'autres productions? Alors c'est rigolo parce que y a plein de gens qui pensent que les mariages c'est ce qui me fait vivre, alors que pas du tout. Donc comme je vous le disais, c'est un petit peu du 50-50 entre les prestats et YouTube, mais si on prend les prestats, les mariages, c'est une petite partie en fait au final de mes revenus. Je gagne beaucoup plus avec du corpo qu'avec des mariages, tout simplement parce que c'est aussi des plus gros budgets, c'est des plus grosses prods.
Là dernièrement j'ai fait plusieurs prods pour Nikon, hein. C'était pas des vidéos de youtubeurs sponsorisés, c'était carrément, j'étais prestataire de Nikon, donc je leur faisais des vidéos, voilà, j'ai fait 2 vidéos, c'était un tournage et un making of. Donc au final, le mariage c'est une petite partie de ce que je fais, mais je suis pas vidéaste de mariage, je suis vidéaste généraliste. Salut, je voulais savoir si parfois tu étais en panne d'inspiration pour tes vidéos. Oui, il y a des fois j'ai pas d'idée et en fait c'est pas grave, du coup je fais rien, et enfin je fais autre chose parce que j'ai toujours des trucs à faire en fait. Quand il n'y a pas de vidéo à faire, il y a de la compta, de l'administratif, des gens à appeler, enfin il y a toujours des choses à faire et j'attends en fait que ça vienne. Je cherche pas, je pense qu'il faut pas aller chercher l'inspiration. Des fois on vous donne des sites pour trouver des idées de vidéos. Je pense que s'il y a besoin d'un site ou d'un truc pour trouver des idées de vidéos, c'est que la vidéo sera pas forcément hyper pertinente. J'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos, c'est pas un truc qui m'intéresse. Et en parlant de revenus d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a un truc sur lequel j'ai totalement changé mon fusil d'épaule, c'est les vidéos sponsorisées. C'est-à-dire que en début d'année, je m'étais dit non, j'en ferai pas et tout, je vendrai uniquement mes formations, mes packs de lutte. D'ailleurs, il y a un nouveau pack de lutte qui est sorti, il est en description. Et finalement, j'ai trouvé une solution à ça, parce que je me suis dit c'était quand même dommage de faire toutes ces vidéos et d'y passer autant de temps sans le rentabiliser, qu'à un moment donné, de toute façon, je vais m'épuiser. Et puis, si les sous rentrent pas, entre guillemets, il va falloir que j'aille les chercher ailleurs. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est de faire des partenariats uniquement sur ce qu'on appelle des intégrations mid-roll. C'est-à-dire qu'en milieu de vidéo, je vous dis, cette vidéo est sponsorisée par voilà, telle ou telle marque. C'est tout simplement un encart pub d'1 minute, généralement, que je peux chapitrer. D'ailleurs, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, les chapitres, pour que vous puissiez passer après si vous n'avez pas envie de voir la vidéo du sponsor. Comme ça, c'est imposé à personne. C'est sûr que ça rapporte moins que des vidéos entièrement sponsorisées, des vidéos dédiées à un sujet, un matos ou des choses comme ça qui sont sponsorisées, mais ça permet d'avoir quelque chose de récurrent, quelque chose qui n'est pas intrusif parce que vous pouvez la passer et qui moi me permet de rentabiliser un petit peu le temps que je passe à faire ces vidéos. D'ailleurs, cette vidéo, elle est sponsorisée par Motion VFX et ils ont un truc très intéressant à vous montrer aujourd'hui. Motion VFX, c'est le site de référence pour les plugins pour Final Cut Pro. Et il y a un plugin en particulier qui retient mon attention. Je vous en avais déjà parlé, mais depuis quelques temps, Final Cut propose nativement un outil de tracking, mais en 2D uniquement. Motion VFX propose un plugin de tracking, M-Tracker 3D, qui, comme son nom l'indique, gère la 3D. Vous pouvez littéralement poser un objet en 3D dans un plan, et le plugin va analyser tout seul comme un grand le plan pour que cet objet reste là où vous l'avez mis, même si vous vous déplacez dans le plan. Et ça, clairement, ça fait toute la différence. Et on se débarrasse des limitations des outils natifs. Avec ce plugin, Motion VFX propose également des packs d'effets, des objets 3D ou des titres, mais récemment, ils ont sorti un pack qui s'appelle Area et qui va particulièrement intéresser ceux d'entre vous qui ont besoin de faire des vidéos dans le monde de l'immobilier. Avec des plans de drone, c'est juste ouf, vous allez pouvoir délimiter des zones, indiquer des mesures, bref, un gros effet waouh pour vos clients. Tous les liens sont dans la description, allez faire un tour si ça vous intéresse, ce sont de très bons plugins. On en arrive au sujet des films de mariage. Il y a eu plein de questions là-dessus et c'est très intéressant parce que il y avait un truc dont je voulais vous parler par rapport au film de mariage. J'ai décidé d'arrêter le film de mariage tel que je le faisais jusqu'à présent. Pour vous donner une idée, jusqu'à présent, ce que je faisais, ce que la plupart des vidéastes de mariage font, et c'est très bien, hein. Attention, il n'y a pas de jugement derrière, vraiment, respect total parce que c'est un sacré boulot. C'est un reportage, c'est-à-dire que on arrive le jour J, on filme des préparatifs jusqu'à la première danse, chaque étape qui est bien millimétrée, les alliances, c'est hyper physique, c'est hyper intéressant, c'est hyper exigeant, c'est super formateur. Vraiment. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ma formation sur le film de mariage qui a de très bons retours, elle est en description et allez faire un tour, ça peut vous intéresser. Mais ce que j'ai décidé de faire là maintenant, c'est de totalement changer mon fusil d'épaule en ce qui concerne le film de mariage parce que tout simplement, ma pratique et mes goûts ont évolué. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans toutes les vidéos que je fais, j'essaie d'amener beaucoup de storytelling. J'essaie de raconter une histoire, ça c'est vraiment un truc qui m'a fait exploser le cerveau quand on a fait la web série. J'ai vraiment envie de raconter des trucs, j'ai vraiment envie d'avoir ce côté cinéma, avec des grandes guillemets, pas le look cinéma, mais ce côté voilà histoire, on raconte un truc
j'ai envie de l'amener dans tout ce que je fais, y compris les films de mariage. Du coup, j'ai dégagé en fait l'ancienne offre que je faisais. Déjà aussi parce que en termes de tarifs et de temps passé, c'était pas cohérent du tout. C'était dans les tarifs qui se font, hein. Il n'y avait rien de honteux là-dedans. C'était pas ras des pâquerettes, c'était je crois quelque chose comme en moyenne 2500 € pour le film, donc quelque chose de tout à fait raisonnable. Mais le temps que j'y passais ne correspondait pas du tout à ça. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je facture des professionnels, je vous ai fait une vidéo là-dessus, vous savez que mon taux journalier, il est de 690 € hors taxe par jour. Là, clairement, sur du mariage, c'était pas du tout ça. D'un autre côté, je pouvais pas aller, en faisant ce que je faisais, dire voilà, ben en fait, ça va vous coûter 5000 €. Parce que, à mon sens, ce que je produisais pour les films de mariage ne valait pas ce prix-là. Donc, avec Marie, on s'est un petit peu retourné le cerveau, essayer de voir qu'est-ce qu'on allait proposer. Et du coup, on a pondu 2 nouvelles formules qui vont être beaucoup plus cinématographiques dans le sens où on va travailler ça comme si c'était une fiction avec des images de la réalité. On va proposer beaucoup plus de choses à un prix beaucoup plus élevé également. Et ça va nous permettre de vraiment, nous éclater, donc produire du super contenu, d'avoir quelque chose de rentable et qu'on a envie de faire, et aussi de limiter en fait la quantité de mariages qu'on fait chaque année. Là en l'occurrence on s'est fixé une barrière à 5-6 maximum par an à partir de 2023, parce que c'est des choses qui vont demander beaucoup de travail, mais qui aussi vont être rentables pour nous, parce que ce ne sera pas le même prix tout simplement. Gratuit ton changement de carrière, alors il y en a qui ne le savaient pas, mais j'étais prof avant, prof des écoles, instit, avec des petites CE2, et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et j'ai changé de voie en 2016. Je ne regrette absolument pas, sans rentrer dans un débat quelconque. Là, l'état de mon ancien travail, de mon ancienne corporation me dépite un petit peu ces temps-ci. Et franchement, non, je regrette pas du tout. Là, je vis ma meilleure vie. Vraiment, même si des fois je râle, même si des fois, voilà, je suis un peu bougon. Non, je suis vraiment hyper heureux de ma situation là actuellement, même si elle n'est pas stable, même si je sais pas dans 10 ans où je serai, je kiffe. Franchement, c'est que du kiff. Est-ce que tu fais d'autres prestations en plus que les mariages? Si oui, tu te fixes une limite par an. Alors oui, ça j'ai répondu, je fais beaucoup de choses en dehors des mariages. Non, je me fixe pas une limite, mais juste quand j'ai trop de taf, je dis aux gens à partir de quand est-ce qu'il vous faut la vidéo, et si c'est genre dans 3 semaines, je dis non. Par contre je repousse, je dis si vous voulez je peux vous le faire dans 1 mois et demi. Je fixe pas spécialement de limites, les limites à un moment donné c'est moi qui fais oh là là, j'en peux plus, aïe aïe aïe. Arrête-toi François. Est-ce que tu envisages l'achat d'une nouvelle caméra? Oui, elle est précommandée, j'ai précommandé un Z9. Parce que là, aujourd'hui, j'utilise le Z6 II et la RED pour des choses totalement différentes. J'avoue quand même que pour avoir bien essayé le Z9, l'avoir bien manipulé plein de fois, et aussi utiliser la RED au quotidien, le Z6 II, il commence à faire un petit peu rikiki à côté au niveau des performances et de ce qu'il peut faire. Donc pour avoir quelque chose d'un petit peu équilibré, on va dire, entre la RED et mon boîtier photo vidéo, le Z9, ouais, c'est une sacrée bête de course, et franchement j'ai une tarte de l'avoir et de pouvoir m'en servir au quotidien, quoi. C'est une bonne situation vidéaste de mariage? Alors bah je sais pas forcément, parce que je ne suis pas uniquement vidéaste de mariage. Je pense que pour certains ça peut être plutôt bien. Ce qu'il y a de bien dans le mariage, c'est que c'est prévu à l'avance, donc on peut anticiper, on peut quand même voir venir. Le côté négatif, c'est que bah, moi personnellement je me vois pas, tu vois, genre dans 15 ans encore faire du film de mariage, tout simplement parce que physiquement je suis pas sûr que je tiendrai encore le coup. Ou alors peut-être que j'aurais trouvé voilà, d'autres solutions, d'autres méthodes qui me permettront de m'économiser, ou que j'aurais embauché des gens pour le faire entre guillemets à ma place, tu vois, des cadreurs, développer ma boîte, pourquoi pas. Ça j'aimerais bien le faire, peut-être voilà, chercher un alternant, à voir. C'est pas pour tout de suite, mais pourquoi pas, j'envisage bien, ouais, ça. Question post-prod sur le mariage: sur combien de jours tu étales tes 40 heures de montage? Ça dépend des mariages en fait. Il y en a, ça dépend de l'énergie que je vais avoir, il n'y a pas de règle. Si j'ai la patate et de l'inspi, ça peut être sur une semaine. La plupart du temps, c'est quand même sur 2, 3, voire même 4 semaines des fois, parce que bah, j'ai besoin de revenir avec un œil neuf. Des fois, j'arrête complètement pendant une semaine parce que j'avance pas, et une semaine après, je me remets dessus et j'ai des nouvelles idées. Ça me permet de ne pas faire ça, tu vois, par obligation, et d'être frais, de pouvoir
sortir le montage le plus cool possible. Fais-tu du multicaméra lors de tes mariages? Non, ça j'ai totalement arrêté. J'ai fait un peu et ouais, c'est un enfer logistique. C'est une option en plus qui rapportait pas de ouf, qui est pas très agréable à faire. Et en plus, les mirrorless en plein été pendant 1h30, autant te dire que ça chauffe un petit peu. C'est pas fun, c'est pas artistique, quoi. C'est de la captation live et ça c'est pas ce que j'aime faire. Voilà, c'est pas mon délire. Et la dernière de Seb901 qui je trouve est la plus philosophique, elle est peut-être une des plus intéressantes. Tu aimerais être où dans 10 mois? Futur professionnel, vie familiale, etc. Alors, c'est une question que je me pose pas souvent, en fait, où je serai dans X temps, parce que tout simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans ce métier-là, c'est assez difficile de se projeter comme on pourrait se projeter en tant que salarié. Peut-être que dans un an, tout aura coulé. Je pense pas, parce que même s'il y avait des choses qui s'arrêtaient, j'ai quand même la capacité à rebondir. Mais je peux pas vraiment dire où j'aimerais être dans 10 mois. Dans 10 mois, ça nous amène début d'année 2023. Dans 10 mois, j'aimerais être là où je suis, dans la situation privée où je suis, parce que je suis très bien là-dessus. Au niveau du boulot, j'aimerais bien avoir l'occasion de faire des prods, plus de prods en équipe. Travailler sur des projets où il y a du scénario, de la fiction, mais pas forcément des pubs. Ça peut être super cool aussi. J'aimerais beaucoup faire des grosses productions. En fait, pas forcément du Hollywood, mais des grosses productions dans le sens où on me donne les moyens d'avoir une équipe, de bosser avec des gens et de sortir quelque chose dont je sois fier. Parce que c'est vraiment ce que je cherche de plus en plus dans mes productions. Je voudrais essayer de ne sortir que des productions dont je suis fier. Ce qui n'est pas toujours le cas, et ça je pense que c'est un peu pour tout le monde, hein. Des fois on a des clients qui nous demandent de filmer des trucs qui sont pas forcément hyper sexy et on ne trouve pas forcément l'angle pour aller sortir quelque chose de fou, donc on sort la vidéo, le client est content, c'est cool, mais nous, en notre fort intérieur, on n'est pas forcément hyper content. Et ça, c'est une sensation que je veux surtout pas qui s'installe, parce que ça m'est arrivé, parce que c'est un coup en fait à devenir écœuré de son métier et à plus aimer le faire. Donc pour pouvoir garder, je pense, cette flamme et cette envie d'innover, de créer, de faire de nouvelles choses, je pense qu'il faut aussi être exigeant avec soi et se dire voilà, je veux à chaque fois que je sors une prod pouvoir en être fier. Donc s'il y a des prods où on me donne pas les moyens de le faire, bah je les refuse tout simplement parce que je sais ce qui va sortir de ça. Maintenant que j'ai un peu d'expérience, je sais que ça va pas être ouf. Et j'ai pas envie de faire un truc pas ouf, par respect pour le client et par respect pour moi aussi. Donc où je serai, j'espère que je serai sur des jolis plateaux de tournage avec des gens que j'apprécie et j'espère que je m'amuserai beaucoup. D'ailleurs, si vous aussi vous avez envie de vous amuser, mettez le coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. C'était très cool cette vidéo, j'ai beaucoup aimé la faire, j'espère que ça vous aura plu aussi. Il y aura un peu moins de vidéos pendant l'été, mais il y en aura probablement quelques-unes. Et puis moi les amis, je vous dis comme d'habitude, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!